Donc alors, pour cette seconde table ronde, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on va plus spécifiquement parler de sécurité, de cette profession qui a connu de très nombreux bouleversements depuis quelques mois, mais aussi depuis ces 2 ans, puisqu'elle a joué un rôle majeur dans la lutte contre la pandémie. Ensuite, elle a été très affectée en tant qu'industrie par cette pandémie, puisqu'il y a des secteurs qui ont été complètement à l'arrêt, comme par exemple la sûreté aéroportuaire, mais aussi la protection rapprochée qui a beaucoup souffert, le transport de fonds aussi qui a beaucoup souffert pendant cette pandémie. Et en revanche, il y a des secteurs économiques qui ont été assez brillants, comme la cybersécurité dont on a parlé tout à l'heure, et puis les EPI, c'est-à-dire les équipements de protection individuelle, qui ont bénéficié évidemment d'énormes commandes de masques respiratoires. Et puis enfin, il y a eu des changements dans la réglementation avec le vote de la loi sécurité globale. C'est un petit peu ce qu'on va étudier là maintenant. Et donc, sur cet aspect, on va entendre l'une des instigatrices de cette loi et puis les réactions des professionnels et puis voir aussi quelles sont les prochaines étapes, l'avenir des réformes qui vont se dérouler. Alors, donc, j'appelle Alice Toureau à venir nous rejoindre. nous rejoindre, oui. Donc, vous êtes Celui que où vous vous voulez. voulez. Vous avez la primeur. Voilà. Donc, vous êtes député LREM et vous êtes co-auteur du fameux rapport sur le continuum de sécurité, qui est un peu l'origine de cette loi sécurité globale. J'appelle Claude Tarlet, qui est président de la Fédération française de la sécurité privée, qui rassemble donc plusieurs organisations professionnelles de la sécurité. Merci Claude. J'appelle Patrick Lanzafam, qui est le président de GPMSE, groupement pour De la sécurité de la sécurité électronique. Voilà. Et Pierre Grard, le président de l'Institut européen d'études pour la sécurité des entreprises. Et qui était président d'Agora, des directeurs sécurité, il y a quelques années. Merci à vous de nous rejoindre. Merci. Voilà. Et donc, Alice Toureau, je vous passe la parole en premier pour que vous nous expliquiez un petit peu les nouveautés qu'il y a dans cette loi sécurité globale, de façon rapide, parce que je pense que dans la salle, à peu près tout le monde le sait, mais mettez en avant les points forts. Et puis, on va parler ensuite des prochaines étapes. Bonjour à tous. Oui, alors pour faire un petit point, déjà vous rappelez l'esprit du texte. Cette loi sécurité globale, elle est vraiment issue du rapport sur le continuum de sécurité que nous avons coécrit avec Jean-Michel Fauvergue, qui est également député. Et elle s'est nourrie vraiment des échanges qu'on a pu avoir avec tous les partenaires, que ce soit des élus locaux ou bien vous, du secteur, soit des directeurs de sécurité, les entreprises de sécurité privée. Donc c'est vraiment un travail collectif, et je voudrais le dire. Sur le contenu de ce texte, il y a, vous l'avez dit, ce qui a été voté avec, donc, dans le texte, je le rappelle, une première partie sur la sécurité locale, le continuum de sécurité avec les collectivités locales, donc les polices municipales. Une deuxième partie qui vous intéresse beaucoup plus sur la sécurité privée, le continuum de sécurité entre la sécurité publique et la sécurité privée. Il y avait également des mesures sur les nouvelles technologies. Il y a ce qui a été voté, et puis il y a également les ordonnances qui sont soit rédigées, soit en cours de rédaction, et les rapports qui arrivent notamment, mais nous y reviendrons, sur les professions éventuellement intégrées au livre 6 du Code de la sécurité intérieure, et puis les ordonnances qui concernent le CNAPS, qui nous intéressent tous ici. Donc on y reviendra, je crois, un petit peu après. Tout à fait. Claude Tarlet, je vous passe la parole. Est-ce que ce texte qui a été voté vous donne satisfaction ? Globalement, ce texte permet un certain nombre d'avancées et montre en effet que la sécurité privée, en tout cas dans ses différentes composantes, est un acteur important aujourd'hui sur le terrain de la sécurité intérieure du pays. En même temps, certaines des dispositions ont interrogé les professionnels. Alors, la première de ces dispositions concerne bien évidemment le CNAPS, l'organe de régulation des professions réglementées, et les modifications qui étaient envisagées dans sa gouvernance, son organisation, les modalités de son fonctionnement, et surtout la représentation des différentes professions réglementées au sein des différentes instances. C'était quand même, il faut le rappeler, en 2012, l'enjeu numéro 1, permettre une gouvernance partagée entre des acteurs publics qui restaient bien évidemment maîtres
de l'ensemble de la maison, mais aussi des acteurs privés, pour justement être en capacité de partager de façon très concrète le conseil, l'appui et tout simplement le contrôle et la régulation des activités. Deuxième point qui nous interpellait, c'était l'extension évidemment à de nouvelles activités. Là, au sein de la Fédération française, on a à la fois des secteurs qui sont réglementés, mais aussi des secteurs qui ne le sont pas aujourd'hui, et qui, quelque part, étaient pointés comme pouvant devenir demain des secteurs sous réglementation. On y reviendra certainement tout à l'heure, mais surtout le conseil, l'incendie, la sécurité électronique. On va passer la parole Patrick dira vraisemblablement très fortement un mot sur les enjeux de sécurité électronique, mais aussi la sûreté à l'international. Donc ça nous a aussi interpellés. Ce qui nous a interpellés aussi, et plutôt dans le bon sens, c'est la volonté par la voie d'une ordonnance de mettre à plat les enjeux de formation. On est tous convaincus que la formation est un enjeu essentiel. Plus que la formation, j'utiliserai le mot compétence, parce qu'on y reviendra, c'est de cela dont il s'agit aujourd'hui. En même temps, on a pointé, et vraisemblablement par le désir du législateur de mettre un certain nombre de garde-fous supplémentaires, une petite difficulté dans la manière dont on régule le recrutement. En ayant effectivement voté pour pouvoir entrer dans notre métier et pour des travailleurs, notamment d'origine étrangère, l'exigence d'une carte de séjour de 5 ans, on a créé une vraie difficulté complémentaire dans une politique de recrutement aujourd'hui qui est déjà très dure, puisqu'on a près de 20-25 000 personnes dans les activités de surveillance humaine qui manquent à l'appel. Donc ça ne va pas faciliter les choses, même si je comprends l'esprit et la volonté qui a été celle du législateur. Et puis enfin la sous-traitance, dont les dispositions vont venir en application là dès le 22 mai prochain, et qui vont rendre peut-être davantage transparentes les conditions dans lesquelles en effet une entreprise fait appel à des sous-traitants, et surtout engager la responsabilité plus clairement du client. Ce qui, jusqu'à présent, a toujours été un enjeu difficile. Il y a toujours une certaine forme d'hypocrisie qu'on va peut-être pouvoir parvenir à livrer. Voilà, très rapidement, les principaux points sur lesquels nous avons globalement réagi, en marquant ce qui nous paraissait aller dans le bon sens, en marquant notre inquiétude aussi sur des évolutions qui semblent quand même marquer une certaine défiance vis-à-vis de la profession. On parlera du CNAPS, et puis d'autres, peut-être plus pragmatiques, qui sont effectivement au quotidien des enjeux pour les chefs d'entreprise. Et vous, Patrick Lanzafame, avec votre regard sécurité électronique, vous avez la même approche que Claude ? Parce que vous, ça fait un petit bout de temps que vous bataillez pour intégrer certaines de vos activités dans le périmètre réglementé de la profession. Oui. En fait, le constat, il est tout simple, c'est que quand on analyse la chaîne de sécurité, où on étudie, on réalise, on télésurveille, on maintient, on s'est aperçu très rapidement qu'il n'y avait pas de cohérence, et notamment les gens qui conçoivent les systèmes, qui les programment, n'avaient absolument pas de garde-fou, c'est-à-dire qu'en fait, on ne demande pas de compte aux gens qui posent et qui installent. Et ça leur posait un problème de fond, pour la bonne et simple raison que ce sont des gens qui sont à l'origine des programmations des systèmes, qui ont les codes maîtres, qui sont capables de télécontrôler à distance éventuellement à l'insu des clients. Et il nous paraissait indispensable de travailler sur le sujet et de voir effectivement comment on pourrait ou pas rentrer dans le livre 6 du Code de la sécurité intérieure. Donc il y a eu un gros travail de fait avec GPMSE, mais pas simplement avec le GPMSE, un travail qui a été fait avec la N2V, avec l'ANITEC, avec tous les acteurs qui mettent en œuvre des systèmes de sécurité électronique, parce que je rappelle que dans les systèmes de sécurité électronique, on peut avoir du contrôle d'accès, de la vidéo, des systèmes intelligents, et puis de la détection d'intrusion et de la télésurveillance. Donc la sphère est assez importante. Et là, on a travaillé avec une préfète qui a d'ailleurs la lettre de mission du ministre, justement, de travailler sur l'article 35 qui, je le rappelle, permet de pouvoir traiter les pavés conception, fourniture de services de conseil et ensuite les services de sécurité à l'étranger et puis la sécurité incendie. Donc on a travaillé avec cette préfète qui s'appelle Nicole Klein pour qu'on essaie de balayer tout le spectre avec bien évidemment des difficultés qui sont les suivantes. C'est que qu'est-ce qu'on entend par sécurité électronique, parce que ça regroupe des tas de choses et qu'il fallait bien évidemment faire le tri dans tout cela, parce que autant dans la sécurité privée, dans la surveillance humaine, on raisonne beaucoup industrie,
Autant dans la sécurité électronique, on peut raisonner industrie, mais on peut aussi raisonner monsieur et madame tout le monde avec sa sécurité du quotidien en ayant un petit système électronique. Donc il a fallu faire un tri, identifier le nombre de gens qui pouvaient être impliqués, avec des difficultés justement de la loi qui, je le rappelle, est très orientée surveillance humaine et qui nous pose, nous, des problèmes. Par exemple, un des problèmes que ça nous a posé, c'est qu'on nous imposait jusqu'à très peu de temps d'avoir des tenues pour nos agents de télésurveillance alors qu'ils sont dans des bunkers et qu'ils n'ont jamais le contact avec le public. Donc il a fallu expliquer pour travailler et faire voter un texte de loi pour justement sortir du champ, du périmètre, donc la télésurveillance ou la sécurité électronique. Donc on a des tas de soucis comme ça, mais sur le fond, on a vraiment la volonté de voir comment peut-on rentrer dans la régulation. Alors ensuite, la problématique aussi qu'on a rencontrée, c'est que autant en surveillance humaine, on a souvent des défaillances, je dirais, de compétences ou de qualifications, autant dans la sécurité électronique, ce n'est pas le cas. Puisqu'on a la sécurité électronique, on a affaire à des techniciens, des ingénieurs, des responsables d'affaires, et donc on n'a pas cette problématique-là avec, bien évidemment, des gens qui ont des diplômes reconnus. Souvent, ce sont des diplômes de l'éducation nationale ou des titres professionnels. Et donc, on n'est pas du tout dans la même logique. Mais sur le plan du principe, on est complètement en phase avec l'analyse que Claude a fait pour dire, voilà, il faut qu'on arrive à trouver quelque chose pour qu'on rentre dans l'esprit du livre 6. Mais je rappelle que le livre 6, en fait, a un inconvénient, c'est que dans l'article 1er, il définit bien évidemment les activités qui sont concernées, mais aussi, il définit aussi qu'il faut avoir obligatoirement une qualification et une moralité. Et la qualification aujourd'hui, avec l'État, c'est compliqué, parce qu'il va falloir faire reconnaître des tas de diplômes avec des tas de titres, et donc il y a un travail à faire qui n'est pas négligeable, et puis aussi, il y a un travail aussi de tri à faire pour voir qui peut rentrer dans le champ ou pas, parce que si on prend la sphère complète, on est sur des populations à peu près de plusieurs milliers de personnes. Je crois qu'on avait regardé, c'est pas loin de 120 ou une centaine de milliers de personnes, en prenant le conseil, la télésurveillance, enfin pas la télésurveillance, la sécurité électronique, et qu'il a fallu établir des règles. Et les règles sur lesquelles on est parti, c'est de dire on va travailler d'abord sur le niveau de risque, et deuxièmement, on va travailler aussi sur les systèmes qui sont télé quelque chose, ou télé-contrôlés, ou télé-surveillés. Et là, bien évidemment, le spectre diminue, et on est tombé d'accord, et aujourd'hui, on considère qu'il y aurait à peu près 10 000 personnes qui seraient concernées par l'entrée du livre 6. Et puis, en examinant les choses avec les contraintes réglementaires qu'il y a, on est en train de regarder comment on pourrait faire peut-être quelque chose qui pourrait avoir une intermédiaire pour pas forcément entrer dans le livre 6, qui amènerait des contraintes surtout qui sont liées à la qualification dont on n'a pas besoin. On pourrait très bien imaginer d'avoir par exemple des cautions de moralité ou par exemple des cautions de tiers de confiance aussi, ce qui se fait dans les entreprises qui travaillent avec l'État. Et ça pourrait faire, je dirais, ça pourrait correspondre à nos besoins. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Oui, et je permets, Patrick, de renchérir, enfin de renchérir, de rebondir. Madame la députée Alice Touroux nous a présenté, non, attendez, la loi sur la sécurité globale. Elle nous a parlé de l'esprit du continuum de sécurité. Patrick et Claude nous ont fait part, eux, des points qui méritent encore d'être améliorés. On est bien d'accord, on est sur une marge de progression et ce qui doit être amélioré. Mais j'aimerais avoir le regard de Pierre Grard sur la sécurité privée et le continuum à l'Institut. Quelle est votre position ? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, IES est une association de responsables et directeurs sûreté et sécurité en entreprise. IES est un think tank et plutôt un do tank. Et notre volonté, c'est de saluer le travail qui a été fait jusqu'à présent, mais nous ne nous reconnaissons pas dans la sécurité privée. C'est un regroupement de prestataires et fournisseurs. Et en tant que donneur d'ordre, j'aime pas le terme, mais c'est celui qui est le plus usité,
il y a une incohérence à faire partie de la même corporation que les fournisseurs et prestataires lorsqu'on fait appel à eux pour leurs services, leurs prestations, tout en qualité qu'ils soient. Il nous paraît difficile de faire partie de la même sphère. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans la notion du continuum de sécurité, il y a deux choses qui nous ont un peu interpellés. D'abord, saluons le mot continuum, qui sous-entend une certaine continuité. Sauf que cette continuité s'arrête à la porte de l'entreprise. Le continuum touche le domaine du régalien, c'est très bien, nous le saluons, nous l'apprécions, mais n'oublions pas que les collaborateurs des entreprises sont des citoyens. Et que ces citoyens, lorsqu'ils sont dans l'entreprise, se retrouvent confrontés avec une situation différente dans leur vie quotidienne à l'extérieur de l'entreprise. Donc ce point-là nous paraît important de faire en sorte que ce continuum de sécurité, et pour garder l'esprit de cette continuité, soit vraiment imprégné au sein des entreprises. Et nous avons fait une proposition en décembre 2019 sur les actions que nous pourrions mener au sein des entreprises pour que ce continuum passe la porte de l'entreprise et imprègne l'ensemble des collaborateurs de toutes les entreprises. Et puis dans la notion de sécurité globale, c'est un terme que nous aimons beaucoup en entreprise, parce que le directeur sûreté-sécurité, on en a parlé lors de la première conférence de ce matin, n'embrasse pas que le domaine de la sûreté, de la sécurité incendie, mais aussi de tout ce qui touche la sécurité des collaborateurs, dans le sens santé au travail. C'est aussi tout ce qui touche la partie environnementale. Et si on veut véritablement parler de sécurité globale, j'aurais une certaine tendance à imaginer que cette sécurité, elle doit aboutir à une sérénité dans l'entreprise. Et cette sérénité dans l'entreprise ne peut être réelle que si tous les aspects de cette sécurité globale soient vraiment pris en compte. Or, à aujourd'hui, et on peut y travailler, y collaborer et faire en sorte que les choses évoluent, il faut que nous ayons une vision globale de la problématique de la sécurité dans les entreprises pour que l'on puisse effectivement faire passer l'ensemble de ces messages qui amènent à une sérénité globale dans la vie du quotidien. Le citoyen qui travaille dans une entreprise, il sort de son entreprise, il va dans un ERP, qui est un musée, qui est un centre commercial, il se trouve confronté à des règles de sécurité qui ne sont pas les mêmes que celles que l'on va mettre en œuvre dans la rue qui amène à ce centre commercial. Il nous semble important, et le « nous », c'est l'ensemble des membres de l'association. Je ne suis pas venu ici pour porter ma propre perception, mais celle de l'ensemble des membres de l'association, c'est de dire qu'il faut que l'on trouve un corpus commun pour pouvoir amener l'ensemble de nos citoyens à prendre en considération la notion de sécurité et qui ne doit pas s'arrêter qu'à un aspect du régalien. Certes, le régalien est important et nous avons vu l'importance qu'il pouvait avoir dans les événements qui ont précédé ces quelques années. Il nous semble important d'aller plus loin. Comment ? Par de la formation, de la sensibilisation. Claude a parlé tout à l'heure de formation, effectivement, de prise de compétences, de connaissances. Les collaborateurs des entreprises n'ont pas tous et toutes cette perception. Donc il faut qu'on en aille plus loin. Et le responsable de la sûreté-sécurité, le directeur de la sûreté-sécurité dans les entreprises, et ce lien important. Ce matin, Gurtayana du groupe Boulanger parlait de l'importance de la relation qu'il pouvait avoir avec les forces de l'ordre dans la gestion qu'il a eue des Gilets jaunes, voire de la problématique de confinement. Tout cela implique obligatoirement une meilleure relation entre les services régaliens de l'État et l'implication des entreprises
dans ses choix. À aujourd'hui, nous considérons, et encore une fois je parle au nom de l'ensemble des membres, nous considérons ne pas être suffisamment associés et pris en compte dans cette démarche. On le regrette, mais on espère bien y arriver. En tout cas, c'est tout le vœu que j'exprime. Alors, Alice Taureau, vous avez la parole maintenant pour parler du continuum. Vous avez été un peu à l'origine de ce concept avec le rapport qui est sorti en 2018, voilà. Et donc, alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça a changé sur le terrain concrètement? Est-ce que ce continuum s'est vraiment mis en place? Est-ce qu'il y a encore des progrès à faire dans ce domaine? Mais on avance déjà, j'ai entendu quand même beaucoup de commentaires positifs aujourd'hui. Mais oui. Il y a encore plein de choses à faire, bien sûr, on va continuer à avancer ensemble. Mais en tout cas, beaucoup a déjà été fait. Je voudrais vous remercier, vous tous qui êtes aussi ici, je vois Monsieur Legrand également. Merci pour les échanges qu'on a pu avoir. Oui, la preuve aussi, c'est que vous voyez aujourd'hui, vous animez une table ronde sur le continuum de sécurité. Et vous savez, quand on a commencé, nous, à travailler avec Jean-Michel Fauvergue en 2018 sur ces questions, ça n'existait pas, en fait, les tables rondes avec des agents de la sécurité publique, des agents de la sécurité privée, des policiers municipaux. Là, on voit qu'aujourd'hui, c'est un thème qui a été, que chacun a pu s'approprier. Et j'en suis très heureuse. Donc, on avance déjà sur le principe. Je voudrais réagir sur les différents sujets qui ont été soulevés, qui sont très importants, pour vous apporter des éclairages supplémentaires, en tout cas je l'espère. D'abord concernant l'intégration de certaines professions au livre 6. Pourquoi ça n'a pas été fait directement dans la loi? Typiquement, pourquoi on n'a pas mis une liste des professions qui devaient être intégrées au livre 6? Parce qu'on s'est rendu compte, en travaillant sur ce sujet, qu'on ne pouvait pas, aujourd'hui, qu'on ne savait pas combien de personnes exactement étaient concernées. Entre la sécurité incendie, juste pour citer uniquement la sécurité incendie, je ne suis jamais parvenue à avoir un chiffre. Certains me disent 90 000 personnes, d'autres plutôt 30 000, d'autres beaucoup plus. Sur les services de sécurité à l'étranger ou bien le conseil dans le domaine de la sécurité et de la sûreté, c'est pareil, on n'a pas de chiffre. Donc en termes de méthode, ce que nous avons choisi, c'est d'abord de missionner ici une préfète, Madame la préfète Klein, pour faire un état des lieux, savoir exactement combien de personnes sont concernées, quel type de profession il faut intégrer, est-ce que c'est opportun ou pas pour tel type de profession de les intégrer au livre 6, est-ce que finalement c'est nécessaire ou pas, parce que ça dépend des métiers et des profils, vous l'avez dit, Monsieur le Président. Donc ce travail-là de fond, il est en cours, et je sais que Madame Klein vraiment est... Et elle travaille, elle a beaucoup échangé avec nombre d'entre vous, avec moi aussi, sur les différentes professions, aussi sur le rôle du CNAPS. Et donc, j'espère qu'on aura bientôt un rapport qui permettra d'avancer sur ce sujet-là. Mais merci à tous encore pour votre participation. Vous avez évoqué la question... et surtout le secteur de la surveillance humaine, en disant que, et c'est vrai, la loi sécurité globale concerne beaucoup la surveillance humaine. Pourquoi? Parce que c'était prioritaire. Parce que c'est là qu'il y avait urgence à agir, à réguler aussi non seulement les entreprises, les auto-entrepreneurs notamment, et puis la formation, le recrutement. Il y avait une urgence, et notamment avec des échéances comme les Jeux Olympiques qui arrivent très vite. Donc effectivement, l'accent a été mis dans la loi sécurité globale sur les professions qui concernent la surveillance humaine, et c'était un choix. C'est un choix d'urgence et d'importance par rapport aux événements qui arrivent. Les autres secteurs n'ont pas été oubliés, je voudrais le dire aussi. Sur la question de la sous-traitance, de la même manière, je pense que c'est important de vous préciser comment on a travaillé, parce que le texte a pu être parfois critiqué. Certains ont pu considérer qu'on n'était pas allé assez loin. Je vais vous expliquer comment on a travaillé et après vous arbitrerez sur ce qui a été fait. D'abord, il a fallu trouver un équilibre constitutionnel, parce que le principe dans le secteur privé, vous le savez, c'est la liberté contractuelle. Donc c'est de sous-traiter, de faire sous-traiter une sous-traitance aussi, si on le souhaite. C'est ça le secteur privé. Et que donc, il a fallu trouver dans cet article une articulation et un équilibre entre la liberté d'entreprendre, le secteur privé, parce que le secteur de la sécurité privée, même si c'est un secteur particulier, eh bien, c'est le domaine privé. Et puis, la nécessité,
impérieuse, si on voulait assurer ce continuum de sécurité, eh bien de travailler ensemble et de réguler aussi, d'encadrer plus les contrats, notamment voilà, dans un secteur qui est particulier et que nous considérons, je crois, collectivement qu'il faut avancer pour que ce soit un secteur qui soit de plus en plus particulier, pour qu'il puisse travailler de manière plus rapprochée encore demain avec le secteur de la sécurité publique. Voilà comment on l'a travaillé de manière générale. Ensuite, on l'a centré sur la surveillance humaine, pour les raisons que j'ai pu exposer précédemment. Et puis, on a essayé d'avoir quelque chose qui soit, qui permette en tout cas de limiter sans entraver complètement l'action des entreprises qui sont concernées. Voilà comment on a travaillé, avec ensuite des débats parlementaires qui ont été très nourris et à l'Assemblée nationale et au Sénat, avec beaucoup d'amendements sur cet article qui était l'article 7. Donc on a essayé de trouver un équilibre qui convient, qui ne convient pas, en tout cas que moi je défends, et qui pourra évoluer peut-être dans un prochain texte parce qu'on aura des retours sur expérience. Enfin, Monsieur le Président, vous avez parlé de cette notion de sécurité globale et je crois de la culture qu'on doit tous avoir de la sécurité. Je vous prêchais une convaincue. La notion même de sécurité globale, c'est de considérer que chacun doit participer à la sécurité de son pays à son niveau. De celui ou celle qui en a fait un métier, qui est policier ou gendarme et qui est armé, jusqu'au citoyen qui va participer à voisin vigilant, par exemple, ou bien signaler quand il y a un attentat. Ou bien participer à la sécurité lors d'un événement sportif, dans une association dans laquelle il pourra avoir une activité sportive ou en entreprise. Et effectivement, cette culture de la sécurité, on doit se battre ensemble pour qu'elle imprègne tous les secteurs de notre société, en particulier les entreprises. Et sur le continuum qui doit effectivement encore être nourri avec les entreprises, évidemment, moi j'y travaille tous les jours, je milite pour cela. Mais je crois que la confiance, c'est quelque chose qui ne se décrète pas et qu'il faut du temps pour travailler ensemble, pour apprendre à travailler ensemble, pour ouvrir les portes des entreprises et aussi pour intégrer, que ce soit les forces de l'ordre ou bien le secteur de la sécurité privée ou encore peut-être même le directeur de la sécurité dans une entreprise, de le faire participer encore plus à la vie de l'entreprise. Et ça, c'est un chemin que nous devons poursuivre chaque jour. Alors merci, mais gardez le micro parce que je voudrais vous poser une question concernant un sujet que vous n'avez pas abordé, c'est la réforme du CNAPS qui a fait couler beaucoup d'encre avec une proposition première qui était d'exclure les organisations patronales et puis finalement il semble qu'il y ait un retour en arrière. Ils vont être là, mais présents dans ce nouveau CNAPS, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette réforme et quelles sont les grandes tendances, en fait? Alors d'abord, vous dire que c'est la suite aussi du rapport sur le continuum de sécurité et du constat que nous avons partagé d'un dysfonctionnement du CNAPS. Et voilà, ce que nous avons échangé à de nombreuses reprises et on a conclu ensemble qu'il fallait que le CNAPS évolue. C'était un outil qui était formidable, mais qu'il devait évoluer et qu'il devait aussi évoluer dans son mode de fonctionnement, dans sa gouvernance. Notamment, moi, j'ai poussé pour qu'avec Jean-Michel Fauvergue, nous milité pour que l'État soit plus présent aussi au niveau de la tête du CNAPS et de son organisation, de son pilotage. Vous l'avez dit, les ordonnances, il y a eu pas mal de débats depuis le mois de janvier. Je sais aussi, et vous nous le confirmez, que vous avez, vous les professionnels du secteur, été entendus, que vous avez pu avoir de nombreux échanges avec le ministère, parce que je rappelle que c'est une ordonnance, donc c'est le ministre de l'Intérieur qui est en charge de cette ordonnance. Moi, je suis très heureuse de savoir qu'il y a des échanges avec le ministère de l'Intérieur, que vous êtes reçus régulièrement et qu'effectivement, il y a des avancées significatives qui vont permettre, je crois, d'aboutir à un véritable équilibre, notamment sur la composition du collège du CNAPS. Et merci, Madame la députée. Et Claude Tarlet, cette réforme du CNAPS, vous la voyez comment? J'ai toujours considéré que le CNAPS avait besoin de transformer son modèle. En 2012, quand l'organisation est née, il y avait de la part des professionnels un immense espoir de voir cette institution, par le travail de régulation, par le travail de contrôle, clarifier les conditions dans lesquelles intervenaient les entreprises privées de sécurité sur le terrain et surtout dans le monde de la surveillance humaine. Encore une fois, ce qui faisait mal à cette époque-là, c'était la surveillance humaine.
On a très peu constaté de dérives ou de dérapages dans le transport de valeur, dans la télésurveillance, dans des activités même de contrôle parallèle avec des entreprises spécialisées dans le renseignement ou dans la recherche privée de personnes. Dans l'aéroportuaire, on avait peu de difficultés aussi. C'était en réalité des niches déjà matures. Mais dans la surveillance humaine, le problème était énorme, puisqu'il y avait une quantité de structures, d'ailleurs ça n'a pas pour autant diminué depuis, qui exerçaient. Il fallait donc vraisemblablement mettre de l'ordre, mettre en place un certain nombre de prérequis pour délivrer des autorisations, aussi bien à ceux qui étaient des candidats entrepreneurs, ceux qui travaillaient dans les entreprises, et puis les personnes morales elles-mêmes, dont on a découvert parfois qu'elles pouvaient, à travers les actionnaires ou des capitaux, directs ou indirects, être contrôlées par des puissances qui n'étaient pas nécessairement vertueuses. Donc tout ça allait dans le bon sens. Pendant 3-4 ans, on a vu cette institution fonctionner dans un vrai climat d'échange et de partenariat avec l'ensemble des professionnels. Et puis après, elle s'est un peu, je dirais, ralentie dans cette envie de partage, de communication, d'échange. Dans les commissions locales d'agrément et de contrôle, qui étaient des organes qui avaient compétence pour à la fois délivrer des autorisations, mais aussi instruire les procédures disciplinaires. J'en ai fait partie. Dans ces commissions locales d'agrément et de contrôle, les professionnels ont évidemment joué leur rôle. Je le dis ici et je les félicite parce que souvent, de manière bénévole, intense, sans avoir la possibilité d'avoir des suppléants, alors que tous les représentants de l'État peuvent alternativement être représentés par les uns ou par les autres. Et quand on est chef d'entreprise, on doit avant tout se préoccuper de la bonne santé de son entreprise. On peut s'engager dans l'action collective, c'est parfaitement louable, mais encore faut-il que ces conditions d'engagement ne soient pas au détriment des entreprises. Or, on a eu vraiment plus de 35 femmes et hommes qui, sur le terrain, ont fait un immense travail. Alors, ils ont été parfois critiqués, y compris dans le rapport de la Cour des comptes, pas toujours de manière objective. Il y a eu, c'est vrai, ici et là, un certain nombre de comportements parfois qui ont pu laisser les critiques prospérer parce que tel ou tel représentant dans une commission locale n'avait pas bien compris son rôle et quelque part se servait de certaines informations qui lui étaient communiquées avant, pendant ou après pour régler un certain nombre de comptes sur le terrain concurrentiel. Mais enfin, on a vu aussi des dérives à l'intérieur de l'organisation propre du CNAPS. Oui. Qui n'est pas exempt de reproches. Oui. Certains de leurs collaborateurs se livraient parfois sur le terrain à quelques actions qui étaient parfaitement condamnables. Donc, on ne peut pas non plus laisser faire le procès simplement des acteurs représentant la profession de la sécurité privée, parce qu'encore une fois, ils ont donné et donné beaucoup. Alors, on peut comprendre que lorsque le texte est tombé et qu'on a aperçu que l'État voulait manifestement reprendre en main la maison, ce qui est légitime, surtout que depuis qu'il ne perçoit plus la taxe, pendant de très nombreuses années, quand les professionnels ont versé jusqu'à 100 millions d'euros dans les caisses de Bercy et que malheureusement ils en ont perdu plus de la moitié, qui n'a jamais été, parce que l'État ne l'a jamais voulu, réinvesti notamment sur des actions de formation qui auraient pu être utiles. Quand on a vécu les attentats et ensuite d'autres événements, j'ai été avec tous mes amis, et notamment Patrick et d'autres ici présents, sur le front pour dire mais est-ce qu'on ne pourrait pas doter sur ces excédents un fonds de quelques dizaines de millions d'euros pour qu'on puisse améliorer le niveau de compétence de nos agents sur le terrain pour faire face à des crises dont la nature était neuve. Ça n'a jamais été entendu. Donc, on a apporté beaucoup à l'État. Beaucoup. Et donc, quand effectivement, on a perçu que quelque part, les représentants de ces organisations étaient purement et simplement écartés par le simple fait mécanique que l'on supprimait les commissions locales d'agrément et de contrôle, il y a eu une certaine émotion. En même temps, certains parmi nous se sont dit, est-ce que ce n'est pas l'occasion de remettre tout à plat et effectivement de donner au CNAPS une nouvelle chance? Et on a ce sentiment quand même globalement. Et le fait que, grâce à l'action collective de toutes les organisations qui siégeaient au CNAPS et qui voyaient évidemment là tous les jours comment cela fonctionnait, on ait pu, grâce avec le ministère de l'Intérieur et des échanges qui ont été réguliers, faire en sorte que certains de ces représentants, en nombre certes moindre, mais en tout cas, c'est l'esprit qui compte, soit présent à la fois au conseil d'administration de la future organisation et surtout à travers un collège d'experts qui va être mis en place avec tous les représentants des métiers et qui pourra apporter un éclairage. On a considéré qu'il y avait peut-être là une avancée à condition qu'on travaille dans un autre esprit. Autre esprit, ça veut dire écouter,
dialoguer et mettre en pratique les conseils, les avis de ceux qui exercent ce métier. Nous ne sommes pas tous des gens complètement stupides et écervelés. Hein. Nous représentons aujourd'hui une filière globale de plus de 220 ou 230 000 personnes dans les professions réglementées, plus de 350 000 si on tient compte de l'ensemble de la filière. Il n'y a pas dans cet univers-là que des femmes et des hommes qui sont incapables de comprendre les enjeux de sécurité intérieure. Encore faut-il qu'on soit considérés comme des partenaires adultes. Et Alice, vous avez eu raison de dire tout à l'heure, l'enjeu, c'est la confiance. L'État a, depuis de très nombreuses décennies, une vraie difficulté à ouvrir le lien avec des acteurs qui ne sont pas des acteurs publics. Il considère qu'il est, et il a raison d'ailleurs, parce que c'est les principes fondateurs de notre République, celui qui doit assumer l'ordre public et assurer l'équilibre de sécurité des citoyens. Sauf que, aujourd'hui, l'État ne peut plus, ne sait plus, ne veut plus, parfois n'a plus les moyens de faire la totalité des missions pour lesquelles le citoyen est en droit d'attendre une réponse. Et donc c'est ainsi que se sont développées des polices municipales, auxquelles je constate que même dans les textes les plus récents, on continue parfois de nier un certain nombre de prérogatives ou d'avancées, alors que ce sont des acteurs qui ont fait la preuve de leurs compétences. Il y a des écoles extrêmement solides. Ce sont souvent dans les territoires des appuis précieux de la police ou de la gendarmerie nationale. Ils travaillent en coopération très étroite. Donc là, même s'ils sont plus en avance que la filière privée, il y a encore des résistances. Et dans la filière privée, il est clair que la confiance, elle passe par la capacité de la profession elle-même à se structurer mieux et davantage. Ça fait des années et des années que nous y travaillons tous. Mais il y a des intérêts économiques. La filière privée, ce n'est pas la filière publique. C'est le rassemblement d'entreprises qui ont tous des intérêts particuliers, mais qui doivent trouver quand même, dans l'intérêt particulier, une raison de se projeter dans un intérêt collectif. Donc voilà, ce que nous pensons, et pour conclure, c'est qu'il y a évidemment une évolution nécessaire, mais qu'il faut vraiment que le CNAPS ait là une deuxième chance et se transforme vraiment, faute de quoi, je crois, l'aventure ira à la poubelle. Hein, parce qu'il y a quand même une grande défiance des uns et des autres, même si le dialogue est effectivement ouvert et que nous ferons tout, j'en suis certain, pour le nourrir, l'enrichir et faire en sorte qu'il nous permette de progresser. Alors, Patrick Lanzafame, quel est votre état d'esprit justement à la veille de cette nouvelle réforme du CNAPS ? Alors, c'est vrai qu'au départ, on était très mal parti, on va dire ça comme ça. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Claude Tarlet, on était vraiment dans un esprit de défiance où l'État reprenait la totalité du contrôle du CNAPS et on n'était plus du tout dans le postulat de départ de l'organisation du CNAPS. Ça nous a posé un problème de fond. D'abord parce que quand on a regardé les projets de réorganisation, ben, on n'était pas du tout dans le mandat qu'avaient donné les parlementaires, on était au-delà du mandat. Donc ça nous a un peu gênés, puisque je rappelle qu'au départ, on supprimait les CNAC, on supprimait la CLAC, tous les pouvoirs étaient concentrés sur le directeur du CNAPS, et donc il y avait un problème d'équilibre qui était très important, et dont on pensait qu'effectivement, ça ne pouvait pas fonctionner comme ça. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on s'est aperçu aussi que sur les missions fondamentales du CNAPS, avec cette ordonnance, on n'en avait pas tenu compte. Je rappelle que les missions du CNAPS, c'est premièrement la police administrative, deuxièmement, c'est le disciplinaire, et troisièmement, c'est le conseil et l'assistance. Et sur le pavé assistance, depuis le début, on le dit, on le répète, c'est zéro. Excusez-moi de le dire, mais le CNAPS, chaque fois, ne répondait pas présent au rendez-vous, et lorsqu'on posait des questions, on n'avait pas de réponse. Et on a trouvé que ce n'était pas forcément aussi très logique sur un régulateur qui est censé réguler des métiers qui sont à surveillance humaine et d'autres métiers électroniques où il y a de la valeur ajoutée, de la technicité, et dont il faut un minimum connaître les enjeux pour arriver à le réguler. Donc, fort de ce constat, on a écrit des argumentations pour dire, écoutez, on est d'accord sur le fait qu'il faut rénover le CNAPS. On est d'accord que peut-être le collège du CNAPS, qui, je le rappelle, au départ, est toujours actuellement composé de 28 membres. Donc on est d'accord pour le réduire.
mais pas n'importe comment. On est d'accord aussi que, effectivement, ce qui était reproché au collège, c'est qu'on ne passait pas assez de temps, effectivement, sur le fonctionnement de l'établissement. Donc on a effectivement dit qu'il était logique que le directeur du CNAPS puisse avoir plus de marge de manœuvre pour gérer son établissement. Mais par contre, on a aussi mis en avant que le fait qu'il n'y ait pas de professionnels au niveau du collège posait un problème de fond, parce qu'il n'y avait pas que la gestion de l'établissement, il y avait toute la gestion opérationnelle sur les contrôles, le disciplinaire, l'évaluation et surtout la formation des contrôleurs, qui est un sujet très préoccupant et qui va l'être encore plus, puisque la loi autorise maintenant à ce que les contrôleurs soient assermentés. Ce qui pose un problème de fond énorme, parce que l'assermentation, c'est quelque chose qui est connu. Il y a des règles qui sont très strictes, mais quand on est assermenté sur des sujets très techniques qu'on ne maîtrise pas, ça peut avoir des conséquences très graves. Donc on a dit, vous ne pouvez pas vous baser de professionnels, ce n'est pas possible. Et donc, on a proposé d'avoir un comité d'expertise qui permettrait de répondre au troisième pilier qui est quand même dans la loi, qui est le conseil et l'assistance, d'accord, au travers d'un comité d'expertise qui sera piloté par la présidente du collège. Donc ce comité, il sera d'ailleurs composé de 10 membres. Il y aura 2 personnes qualifiées et puis ensuite un membre ou 2 de chaque activité, avec bien évidemment un quota de membres plus important sur la formation et sur la surveillance humaine, puisqu'on a considéré que c'était des métiers où il y avait énormément de travail et qu'il fallait pouvoir avancer. Et sur le collège, donc, on est arrivé aussi à avoir alors au départ, il était prévu 2 sièges de professionnels, et donc il y a 3 sièges qui seront attribués aux professionnels. Un siège qui sera réservé à la surveillance humaine, un siège qui sera réservé aux autres professions, et un siège qui sera réservé à la surveillance. Pardon, pas à la surveillance, à la formation. Le but de ces gens qui vont siéger au collège, ce n'est pas forcément de représenter la profession, puisqu'elle est faite au niveau du comité d'expertise, mais le but, c'est de pouvoir interagir sur la gestion. Parce que, par exemple, dans la gestion, l'établissement, aujourd'hui, j'en sais quelque chose pour y être très sensible, il est très en retard à la numérisation et à la digitalisation. Et donc, le cœur du métier du CNAPS, qui est en fait basé sur le logiciel des téléservices qui s'appelle Dracar, est dans un état impossible. C'est un truc vraiment, quand on regarde comment ça fonctionne, c'est complètement dément. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs services du ministère qui sont impliqués, avec les services informatiques de la gendarmerie. Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment, vraiment des choses à faire. Et si les professionnels ne sont pas là pour être un peu l'aiguillon au niveau de l'État, pour dire, bon, attendez, ça ne va plus, parce que là, ça concerne directement du service aux entreprises. Et derrière, il y a des impacts énormes économiques. Quand on attend pendant 6 mois une carte professionnelle où vous avez sur le site dossier en cours d'instruction, ben ça, ce n'est pas possible. Ou alors, quand on voit pendant 2 mois que le téléservice, il est obsolète, on vous dit, bon, voilà, le service est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Alors, on vous dit, par exemple, ben, écoutez, envoyez tout par courrier. Bon, par courrier comment? Ben, non, pas par courrier électronique, parce qu'on n'a droit qu'à 2 mégas de mails. Donc, les mails sont limités. Donc, quand on vous demande sur un contrôle de contrôler tous les documents de l'entreprise, si vous n'avez pas un transporteur avec une palette, vous n'arrivez pas à faire... Enfin, c'est terrible, quoi, c'est terrible. Donc, tout ça justifie de manière forte notre présence au niveau du collège pour justement demander des comptes au directeur et faire bouger les choses sur ces sujets-là. Merci Alice Toureau. On va parler maintenant des prochaines étapes de cette réforme. On le voit dans une étape très importante pour la profession, avec des nouveaux enjeux pour cette profession et puis aussi des réformes donc, qui vont continuer. Et moi j'ai une question aussi, est-ce que les élections présidentielles qui sont très bientôt ne vont pas perturber ce processus, quel que soit le candidat qui sera élu ? Alors, j'ai envie de vous répondre que, naturellement, les échéances électorales qui arrivent vont perturber
ma réponse, parce que je ne peux pas vous répondre aujourd'hui sur qui sera élu. Non, ça bien sûr. Voilà, donc ce qui sera fait par celles et ceux qui seront élus, je peux encore moins vous le dire. Ce que je peux vous dire, c'est que sur le rétro-planning qui arrive dans les semaines là, qui suivent, la LOPMI doit être présentée courant mars en Conseil des ministres. Elle sera la traduction d'une partie des annonces du discours qui ont été prononcées donc à Nice par le président de la République. Et cette loi, si le président de la République est réélu et si les Français lui donnent une majorité au mois de juin, ce texte pourrait être débattu et voté dès cet été à l'Assemblée nationale. Voilà les éléments dont je dispose et dont je suis en mesure de vous faire part sur les échéances qui arrivent. Je voudrais également répondre, si vous me le permettez, sur les différents points qui ont été soulevés, parce que c'est très intéressant déjà pour moi d'écouter et puis de pouvoir vous répondre. Déjà sur les polices municipales, la parole est à la défense, Monsieur Tarlet. Je voudrais vous dire que, évidemment, que nous avons défendu à la tribune une évolution des compétences des policiers municipaux, notamment sur des infractions matérielles qui sont des infractions du quotidien, pour leur permettre d'agir pleinement dans le cadre des missions qui sont les leurs. C'est l'article 1 de la loi sécurité globale. Il a été voté très largement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il a été censuré intégralement par le Conseil constitutionnel. Donc nous sommes d'accord, il faut que les pouvoirs des polices municipales évoluent. J'en discutais encore avec des élus à France-Urbaine la semaine dernière, jeudi dernier, pour les assises de la sécurité locale de France-Urbaine. Nous avons échangé, on est d'accord. Simplement, il y a une censure intégrale de l'article par le Conseil constitutionnel l'année dernière. Donc, est-ce qu'il faudra revenir sur cet article-là, le rédiger autrement, prévoir des modalités juridiques différentes? Ce sera ceux qui me succéderont qui pourront le dire et éventuellement le faire, le mettre en œuvre. Mais en tout cas, oui. Moi, je suis évidemment favorable à ce que les pouvoirs des polices municipales évoluent. Vous dire aussi que, concernant la confiance, je crois que la confiance ne se décrète pas. Je crois aussi que cette confiance, elle n'est pas dans la loi. On ne peut pas l'imposer, la confiance. Vous avez beau, on a beau à l'Assemblée nationale créer des commissions, voter des textes qui prévoient que les gens vont se réunir pour discuter, pour travailler ensemble, pour échanger des informations. La réalité sur le terrain, c'est que s'il n'y a pas de confiance, ça ne fonctionne pas. Donc tout ne passe pas par la loi et ça c'est vraiment un travail que chacun d'entre nous doit mener dans son cercle proche et je crois que nous on essaye de le faire depuis plusieurs années, qu'on travaille ensemble. Je parle à ceux qui sont présents dans la salle et puis à ceux qui sont là aussi avec qui on peut échanger au cours de cette table ronde. C'est notre travail à chacun doit prendre sa part. Sur le CNAPS, oui il y a des dysfonctionnements, oui il faut que l'outil avance. Moi je crois qu'il faut être très ambitieux pour le CNAPS, parce que c'est le bras armé du continuum de sécurité et du rapprochement que nous appelons de nos voeux entre la sécurité publique, entre l'État et puis la sécurité privée, le secteur de la sécurité privée. Et donc moi j'espère que les ordonnances seront suffisamment ambitieuses et qu'il y aura un travail qui va continuer de rapprochement avec le ministère de l'Intérieur, parce que c'est comme ça je crois qu'on doit avancer main dans la main. Il y aura évidemment aussi des avancées concernant la CNAC, les CLAC aussi, parce que, encore une fois, on a partagé tout ce qui n'allait pas, mais il faut avancer maintenant pour que ça se passe mieux. Un avant-dernier mot sur les auto-entrepreneurs dans le secteur de la surveillance humaine, parce que ça a été, je me permets de balayer tous les sujets qui ont été évoqués, mais je crois que c'est important. Il y avait une autre mesure qui était prévue initialement dans le texte, c'était l'instauration d'une garantie financière, qui devait être le pendant de la limitation de la sous-traitance dans ce secteur-là. Cette disposition, on a longuement débattu en fait avant même que le texte soit débattu à l'Assemblée nationale et on l'a retiré du texte. Pourquoi ? Parce que la loi sur la sécurité globale, elle a été débattue et votée au mois de novembre 2020. Et si nous nous en souvenons collectivement, c'est que c'était au moment du deuxième confinement. Et que au cours du mois de novembre, nous avons aussi voté, nous les parlementaires, le plan de relance pour les entreprises et des mesures financières très forte de soutien pour les entreprises et que nous avons considéré que c'était contradictoire le même mois et dans le même espace-temps d'instaurer une contrainte complémentaire pour les entreprises tout en soutenant financièrement l'économie de notre pays. Donc on a considéré à ce moment-là que ce serait une disposition qui viendrait dans les textes suivants, mais que ce n'était pas le moment pour la voter et pour l'imposer. Et puis un dernier mot, cette fois-ci,
pour vous dire que moi, ce que je retiens du travail que nous avons mené ensemble depuis 2018, c'est que parfois nous n'avons pas été d'accord, mais toujours nous avons échangé et toujours nous avons souhaité avancer ensemble. Et je voudrais vous le dire parce que c'est pas vrai avec tous les secteurs, notamment tous les secteurs du monde économique. Moi, je considère vraiment qu'avec votre secteur, et que ce soit le secteur des entreprises et des directeurs de sécurité dans les entreprises ou bien le secteur de la sécurité privée, vous avez toujours été constructif avec une volonté de transformer et de changer les choses. Vous êtes prêts, vous êtes toujours prêts pour révolutionner un petit peu le secteur, se dire que bah oui, il faut bousculer les choses, oui, il faut bousculer le CNAPS. Vous êtes prêts à avoir aussi des contraintes complémentaires et supplémentaires pour vos entreprises si ça peut permettre de travailler plus et mieux ensemble avec l'État. Et de cela, je voulais vraiment vous remercier parce que ça a été toujours un travail qu'on a mené ensemble et une volonté qui est la vôtre vraiment d'être prêt à bousculer les choses. C'est pas vrai partout, donc je voulais le souligner. Ben écoutez, c'est sur ce compliment qu'on va terminer cette table ronde. Ah, Pierre veut parler, mais rapidement, parce qu'on a un peu dépassé l'heure. Oui, rapidement. Donc, d'abord, je salue, Madame la députée, votre vœu de travailler ensemble et avec l'ensemble de toutes les professions concernées. Et nous y aurons notre part. Simple petite précision, si le CNAPS a été salué par l'ensemble des directeur sûreté sécurité d'entreprise responsable, parce qu'il a amené une certaine régulation de la profession de la surveillance humaine, le directeur sûreté sécurité d'entreprise est en partie responsable aussi de ce qui se passe dans l'entreprise. Il peut être recherché pour défaillance. Lorsqu'un contrôleur du CNAPS se présente à la porte de l'entreprise, il doit laisser la porte de l'entreprise ouverte pour que le contrôleur fasse son travail. Ce qui sous-entend que ce contrôleur vient s'immiscer dans les règles de sécurité de l'entreprise. Et curieusement, ils sont où les directeurs sûreté sécurité au sein du CNAPS? Ils n'y sont pas représentés. Et pourtant, ils sont impliqués à la fois juridiquement, légalement, voire pénalement. Il me semble là aussi que dans l'esprit de dialogue qui doit s'instaurer, il faut que l'ensemble des parties prenantes soient véritablement concernées et prises en compte. D'ailleurs, et dans l'esprit de travail qui nous anime, YES est un espace de travail collaboratif, nous avons un groupe de travail qui réfléchit sur la surveillance humaine dans le cadre du continuum de sécurité. Et je voudrais simplement, et si vous me permettez, ouvrir une fenêtre de réflexion sur 2023-2024, les Jeux Olympiques. Il est hors de question d'imaginer que les agents de surveillance humaine qui assurent la sécurité dans les entreprises privées, globales, publiques et privées, se trouvent déplacés pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques ou de la Coupe du Monde de rugby. Parce qu'on ne veut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc il faut absolument que la sécurité des entreprises soit préservée à tout prix. Sinon, on sera en grande difficulté. Alors Alice Toureau, peut-être un dernier mot sur le rôle du directeur sécurité, parce que c'est effectivement un aspect important. Oui, alors déjà, nous échangeons avec M. Tarlet. Le CDSE est présent au collège du CNAPS. Donc, c'est un début de réponse par rapport au directeur. Ça n'est qu'un début. Voilà, c'est un début de réponse. C'est insuffisant, bien sûr, et c'est pour ça qu'on va continuer à travailler ensemble. Mais en tout cas, c'est un début de réponse. Oui, moi, je suis d'accord et je crois qu'on l'avait même écrit dans le rapport sur le continuum de sécurité. Moi, je suis favorable même à ce qu'il y ait un statut spécifique pour les directeurs de sûreté-sécurité et avec une possibilité effectivement d'être plus intégrés dans le dispositif global de sécurité globale. Donc, je suis d'accord, je souscris. Très bien. Écoutez, merci pour toutes ces réflexions. Et donc, on vous donne rendez-vous à 13h30 pour la première table ronde sur la cybersécurité. Merci pour ces échanges. Merci.